La succession de tsunamis que nous affrontons est sans précédent. Dans notre ère industrielle, les débordements de la jouissance submergent toutes les sphères de l'activité humaine. Nous sommes devenus une société de surface dont les grandes surfaces ont capté le mode. La psychologie des profondeurs n'intéresse plus. Alors la psychanalyse a-t-elle échoué? Faut-il commencer à construire un radeau, à mettre les chaloupes à la mer? Faut-il abandonner le navire? Que dit le capitaine? À l'intérieur de cette activité de soutien aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, on a développé depuis une dizaine d'années, je crois que c'est pour ça que vous m'invitez, un accueil spécifique pour les réfugiés, demandeurs d'asile. Ça nous a donné une âme un peu autre, effectivement, depuis. En prenant un néologiste, ça nous a âmés, en quelque sorte. On ne peut pas s'occuper de cette clinique de l'exil et de la demande d'asile sans être remué soi-même très profondément. Ce genre de clinique, ce genre de rencontre, ça nous a bousculés. L'ASMA, c'est une association qui est assez ancienne, qui a une vingtaine d'années, qui a évolué et qui aujourd'hui porte un dispositif de prévention du suicide auprès des adolescents qui ont déjà fait pour la plupart une tentative de suicide et auprès desquels on reste en contact par ce dispositif de veille téléphonique. La veille téléphonique a montré un intérêt dans la prévention de la récidive. Et si on diminue le risque de récidive, on diminue le risque de suicide de vie entière. Donc c'est un objectif extrêmement important. Le fait de maintenir un lien, ça leur permet d'avoir quelqu'un à contacter dans les moments où ça ne va pas, où ils n'ont pas forcément d'interlocuteur disponible à ce moment-là, ou privilégié dans le cercle privé par exemple. Donc ils arrivent aussi à nous solliciter dans des moments de crise ou des moments de mal-être. On ne vient pas remplacer les suivis thérapeutiques qui peuvent être mis en place. On vient vraiment accompagner le jeune sans l'envahir, en maintenant ce lien de confiance en fait. L'idée, c'est que quand un adolescent fait une tentative de suicide, je vais prendre Marseille parce que c'est quand même de là où je viens. Sur Marseille, quand un adolescent fait une tentative de suicide, l'idée c'est qu'il ne sorte pas des urgences sans rien. Donc les études nous ont montré que, en effet, le risque de récidive, il est majoré dans les 10 jours suite à la sortie des urgences et d'une tentative de suicide. Donc les 10 premiers jours suite à cette tentative de suicide-là, on a un risque qui est très important de récidive et de passage à l'acte. Donc dans ce contexte, on intervient sur 9 mois, on prend des nouvelles de façon systématique. On peut aussi avoir des nouvelles des médecins, du médecin généraliste, des parents, de l'infirmière scolaire. Mais on a aussi une autre fonction, et c'est un peu celle-ci que je vais expliquer aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de présence, de disponibilité d'urgence. C'est-à-dire que notre numéro de téléphone, c'est une plateforme un peu sur le même biais que le 3114 pour ceux qui connaissent, qui est le numéro national de prévention du suicide, avec qui on travaille, parce qu'on est dans les mêmes locaux. C'est un numéro que les adolescents ont en leur possession quand ils sont dans le dispositif. Ils peuvent nous appeler ou nous écrire en cas d'urgence, s'ils en ressentent le besoin. Donc on ne remplace pas vraiment les urgences, dans le sens où, en effet, s'il y a urgence vitale, ça reste des urgences, mais un adolescent appeler les urgences de lui-même, on s'est rendu compte que c'était difficile. Il va avoir plus de facilité, et je pense que ça fait bien avec la présentation d'avant, à appeler quelqu'un qu'il connaît, qu'il appelle par son prénom, qui lui a déjà demandé comment est-ce qu'il allait, qui connaît un petit peu son histoire de vie, les éléments déclencheurs. C'est plus facile pour cet adolescent de nous contacter, nous, que de contacter directement les urgences. Et les adolescents viennent beaucoup questionner ce qu'ils sont pour nous. C'est particulier parce que dès lors qu'ils sont inclus, ils ne nous verront jamais. On ne voit pas les adolescents qu'on inclut. Le lien n'est que par SMS et téléphone. Donc c'est un lien qui est particulier. Quand un adolescent est reçu aux urgences pour une tentative de suicide, il va voir beaucoup de professionnels. Alors, selon les recommandations de l'OMS, normalement, vous devinerez bien que ce n'est pas possible actuellement, on est censé garder un adolescent 48 heures à l'hôpital, minimum, suite à une tentative de suicide. En 48 heures, il voit beaucoup de professionnels, en particulier les équipes de liaison pédopsie, et donc ils sont un peu perdus autour de tous les professionnels qu'ils ont vus,
Et nous, finalement, ils ne nous voient pas. On les contacte à la sortie de l'hospitalisation. Et c'est dans l'après-coup qu'on commence à créer un lien avec eux. Un lien qui, pour le coup, est différent. Donc, il y a ce questionnement autour de ce qu'on pense de lui, de ce qu'on pense de son passage à l'acte, de son histoire. Il y a aussi l'idée d'avoir une référente, donc une personne ressource qui soit fixe, qui soit stable. Et finalement, quelque chose qui borde un peu le vide, dans le sens où c'est des adolescents qui vont pouvoir être suivis, par exemple, en CMP, à la maison des adolescents, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et qui vont pouvoir nous contacter en dehors de leur prise en charge. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est pas le lieu ici, mais je tiens quand même à le préciser, c'est qu'au départ, on était vraiment sur des appels. Aujourd'hui, on est sur des SMS, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire, en particulier, les emojis, qui renvoient, pour moi, davantage à des mimiques et une sorte de langage non verbal. Il y a aussi des romans qu'on reçoit, des photos de scarification, évidemment, des photos de dessins, de tableaux. Donc c'est un échange qui peut être très varié. On a des adolescents qui essaient de nous trouver sur Internet aussi également. Et donc c'est des adolescents qui vont aller nous chercher aussi sur des modes qu'on n'attendait pas. Et de ce fait, on essaye toujours de rester en mouvement par rapport à ça. On se heurte à des difficultés aussi institutionnelles, en particulier pour les enfants placés. Le téléphone portable, en fait c'est assez compliqué. Le téléphone portable est aussi instable que le suivi des adolescents à ce moment-là. Donc on fonctionne par carte postale, par exemple. On leur envoie des cartes pour leur dire qu'on est là, pour leur rappeler notre présence et pour aussi leur demander des nouvelles. Et j'aimerais vous parler d'une vignette clinique, une adolescente qu'on va appeler ensemble Shaima, qui vient poser avec insistance et débordement la question de qui suis-je pour l'autre. C'est une jeune fille de 16 ans lors de son inclusion qui est incluse pour crise suicidaire scénarisée. Alors c'est très rare qu'on inclue sur ce motif-là. Habituellement on inclut pour des tentatives de suicide. Mais là elle inquiétait tellement les professionnels des urgences qu'ils nous ont dit qu'il va falloir border un peu les choses. Il va falloir mettre en place une veille. On met en place cette veille qui est assez bien investie, assez bien accueillie en fait par l'adolescente. Très peu par la maman, qui se trouve très en difficulté par rapport aux différents passages à l'acte de sa fille. Shaima, au départ, le lien est plutôt intéressant, mais elle va se retrouver très rapidement dans des situations d'errance. Elle va être mise à la porte de chez elle, on va perdre un peu sa trace pendant quelques temps. Finalement, elle va être recueillie dans la famille de son petit copain. La veille va pouvoir reprendre. Et finalement, c'est une des veilles les plus difficiles qu'on ait à faire. Et je parle au présent puisque, en fait, elle est toujours inclue. Après 2 ans et demi de veille, elle est toujours dans le dispositif, et ce malgré sa majorité. Le dispositif de veille, pour vous donner une idée, c'est des enfants à partir... Le plus jeune qu'on a, c'est 7 ans, et ça s'arrête à 18 ans. Donc on ne prend pas les majeurs, et logiquement, quand la veille se termine et que l'adolescent est encore en souffrance, mais de fait à 18 ans, on passe la main au système adulte qui s'appelle Vigilance et qui fonctionne de partout en France. Cet ado-là, le transfert n'a pas été fait. On a bien essayé, simplement elle ne contacte pas Vigilance. La passation entre les deux équipes, alors que nous sommes dans les mêmes bureaux, ne fonctionne pas pour cet ado-là. Donc ça fait 2 ans et demi de veille. Ce qui est assez drôle, c'est que je vous dis ça alors que cette semaine, on a essayé encore une fois de transférer le dossier. Et encore une fois, ça rate. C'est une ado qui, à un moment donné, a mis en place un système qui envoyait sans cesse des SMS alarmants, sans répondre au téléphone par la suite, qui a pu déposer à l'écrit auprès des professionnels de soins un adieu, signifiant qu'elle allait mettre fin à ses jours, au moment où elle part et où on ne la retrouve pas. C'est une adolescente pour qui on a eu beaucoup de difficultés dans la coordination de soins avec les autres professionnels de santé, où on a eu beaucoup de mal finalement à mettre en place une veille.
et avec qui on a beaucoup de mal à faire une évaluation de la crise suicidaire. Comme je le rappelais au début, notre intervention, elle vise aussi à faire une évaluation de la crise dans le but d'éviter un risque de récidive, d'éviter un passage à l'acte supplémentaire. Avec elle, c'est en effet très difficile. Malgré tout, les appels à l'aide vont se multiplier pendant 2 ans, dans un contexte de mise en alerte, dans des situations frôlant l'urgence, sans pour autant passer à l'acte. Pour vous donner une idée, je crois qu'elle a fait à peu près tous les hotspots de Marseille, en nous appelant au moment où elle arrive. Donc le hotspot, c'est un lieu propice au suicide, qu'on connaît. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent sur ces points-là. Donc il va y avoir les calanques ou d'autres ponts ou d'autres endroits dans la ville. Elle va tous les faire et nous appeler au moment où elle arrive sur les lieux pour qu'on l'en empêche. Donc pendant 2 ans, il n'y a pas de passage à l'acte franc, il n'y a pas de passage aux urgences avec un risque vital jusqu'à il y a quelques mois. Il y a des moments de détresse qui se trouvent un peu hors cadre du dispositif. C'est-à-dire que quand on inclut un adolescent, on lui présente aussi les horaires du dispositif. Et on va avoir une ado qui va nous alerter en dehors de tout horaire. Donc ça va être des messages à 2h du matin, ou à 6h, ou 20 minutes après la fermeture du service. Donc c'est des messages qu'on va recevoir, qu'on va lire en tout cas le lendemain, et qui vont mettre l'équipe finalement très en difficulté. Lors des périodes, entre les périodes de veille, on prend des nouvelles, et en dehors des moments de rendez-vous chez les professionnels, elle va quand même vérifier, s'assurer qu'on est toujours présent, au cas où. Donc ça peut être des petits messages pour nous demander directement si on est toujours là, pour nous demander si on s'inquiète toujours pour elle. C'est très très important, elle m'a pu nous verbaliser, qu'on s'inquiète pour elle, qu'on soit toujours là et qu'on soit toujours vigilant par rapport à son état. Les professionnels, comme l'environnement proche, semblent s'épuiser au fur et à mesure des 2 ans et demi. En particulier les urgences, qui ne prennent plus au pied de la lettre ces menaces suicidaires, ou les passages à l'acte qu'elle tente de faire. Donc c'est une adolescente qui va rentrer aux urgences pour 3 heures et qui va ressortir illico. Donc la veille est très compliquée à gérer du fait justement qu'autour, il y a de plus en plus de ressources qui disparaissent autour d'elle, que ce soit familiale, amicale, mais aussi les professionnels de soins. On a bien idée que la construction de l'identité chez les adolescents elle est difficile pour certains. On parle beaucoup d'altérité dans la veille. Dès l'inclusion, Shaima, elle met en avant aussi ce qui se joue pour elle. Elle nous parle du fait de ne pas être écoutée par sa mère dans sa souffrance, de ne pas avoir d'attache familiale, de ne pas avoir de cocon. Et que finalement, elle a besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui continue malgré tout son parcours un peu d'errance, malgré ses allées et venues, malgré ses passages à l'acte. On a eu l'impression, durant toutes ces veilles, qu'elle cherchait un autre qui puisse répondre un peu à sa demande, sauf que ça rate encore et encore. Elle cherche autour d'elle, elle va collectionner un peu ses autres, et en particulier les veilleuses. C'est-à-dire, on est référente d'un certain nombre d'ados. Donc en moyenne, un professionnel est référent de 40 à 60 adolescents. Elle va réussir à trouver les numéros de téléphone des autres veilleuses quand sa référente est déjà au téléphone, par exemple. Ou bien elle va alerter une veilleuse et puis va ensuite appeler toutes les autres veilleuses. Et il nous est arrivé, incroyable mais vrai, d'être 3 veilleuses à appeler les urgences pour elle. Ce qui est un peu particulier dans le cadre de notre travail, d'autant plus qu'on est tous, je le rappelle, au même endroit. Bon, on voit bien que les tentatives de Shaima surviennent à des moments distincts, en dehors des périodes de rendez-vous, en dehors des périodes d'hospitalisation, dans des moments où finalement personne ne le contient. Dans ce contexte, elle se saisit du dispositif de veille, de cet autre finalement, des autres qu'elle collectionne à un moment donné, dont la mission est d'évaluer et de déclencher des moyens humains pour éviter les suicides. Et ça m'interroge beaucoup sur le terme de veilleuse et sur
la clinique autour de la veille. Finalement, on est un autre qui n'est pas trop là, qu'on n'intruse pas trop, parce que la question du regard est différente, qu'on peut identifier, qu'on peut aussi appeler, qu'on peut adresser, qui permet de déduire aussi ce qu'ils sont à partir de cette altérité. La demande de Shaima, elle est soutenue, elle est parfois envahissante, elle est parfois pesante, elle inquiète, elle alerte, elle refuse aussi les propositions par la suite. Elle va déposer auprès des veilleuses une situation d'urgence qu'elle va retenir lorsqu'elle est en présence des professionnels de soins, par exemple. Je me questionne un peu sur le fait qu'elle vienne rejouer dans la veille ce côté de tenir l'autre dans l'alerte pour ne pas qu'il parte. Elle l'a pu nous dire d'ailleurs, si vous mettez à me rejeter aussi, qu'est-ce que je vais faire? Elle présente sans cesse l'abandon des personnes qui l'ont entourée, en particulier sa mère. Nous en venons du coup à ne pas parvenir à mettre fin à la veille. Là, on va bientôt arriver sur les 3 ans de veille, donc on s'est quand même donné une limite. Et donc, elle est passée à l'acte récemment. Donc, c'est sa première tentative de suicide, finalement, au bout de 2 ans et demi. On se retrouve du coup l'équipe à tenir bon dans une veille qui dépasse les limites, qui dépasse aussi les veilleuses en elles-mêmes. Et on se questionne encore à l'heure actuelle sur comment est-ce qu'on va pouvoir mettre une limite à cette veille. Ça me fait penser quand même à une situation d'une ado qui nous a appelé récemment pour nous faire part de sa tentative de suicide. Alors elle nous explique qu'elle a fait une tentative IMV, donc une intoxication médicamenteuse volontaire, avec 15 comprimés de paracétamol la veille au soir. C'est une adolescente qui a 13 ans, 15 grammes de paracétamol, autant vous dire que si c'était hier soir, elle ne pourrait pas vraiment me parler à ce moment-là. Bon, je comprends qu'il y a quelque chose qui coïncide pas trop, mais en effet, qu'importe le nombre de médicaments qu'elle a pris, ça reste quand même un passage à l'acte. Donc il y a une orientation sur les urgences qui est donnée. Et puis j'ai du coup les urgences, on a la maman aussi également. Et la maman qui nous dit, bah écoutez, en fait, on est au cinéma, et en fait, elle va très bien. Donc d'accord, ok. Et puis l'adolescente nous dit en fait qu'elle a fait un canular. Bon, c'est l'adolescente qui a déjà fait une tentative de suicide avec passage en réanimation, donc assez lourde. Et finalement, c'est la mère qui va veiller à faire diminuer notre inquiétude. Qui va nous dire ne vous inquiétez pas, je suis avec elle, ça va bien se passer, qui fait présence à ce moment-là. Il y a un peu un inversement des places où c'est la maman qui veille sur nous et qui va nous envoyer un SMS le lendemain pour savoir si toute l'équipe va bien. C'est aussi intéressant parce que cette ado, en effet, elle vient alerter. Ça me rappelle en effet un mémoire de recherche de fin d'études en psychologie que j'ai passé ici à l'université de Nice, où un des questionnements qui m'avait été donné sur la présentation que j'avais faite de la crise suicidaire, à ce moment-là, par le biais des SOS Suicide, on m'avait dit qu'une personne qui alerte sur le fait de vouloir se suicider ne le fait pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors j'ai une liste qui se rallonge sur les personnes qui en ont dit quelque chose et qui l'ont fait. Je ne pense pas qu'on puisse réduire cette question-là de la crise suicidaire et de venir provoquer de l'angoisse par un raccourci comme celui-ci. Voilà. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Pas beaucoup, hein? Non. Non, pas du tout. Je vais arrêter ici. Oui. Dans ce que vous avez dit, j'ai relevé le mot de bord, qui est aussi une autre façon de nommer la limite. Et c'est vrai que en psychanalyse, on a peu à peu, on s'est avancé peu à peu vers cette question de bord grâce à la topologie. Bon. Et puis, vous avez parlé du transfert. Mais c'était dans un autre sens, vous avez transféré quelqu'un. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est du transfert au sens psychanalytique, je veux dire, entre vous et comment on va l'appeler, un souffrant.
souffrante. En dehors du système de veille que propose ASMA, dont vous avez bien parlé, au niveau de votre cabinet libéral, par exemple. En effet, je travaille aussi à côté en libéral et j'ai pour spécialisation la suicidologie. Donc c'est aussi quelque chose que je rencontre dans mon activité en libéral. Et il y a un mois, j'ai eu des patientes que je suis au cabinet qui a mis fin à ses jours. Je l'ai su en après-coup, le jour du rendez-vous, en fait, on devait se voir. Alors, quand on travaille en suicidologie, on perd des patients. Je veux dire, on le sait dès le départ. Alors, ASMA, on perd des ados. En libéral, c'est plus des adultes, du coup. Et c'est une dame qui m'a été orientée par une structure d'hospitalisation pour une tentative de suicide et qui est venue en consultation, qui a pu raconter un petit peu ce qui s'était passé, ce qui avait pu être difficile pour elle, dont le suicide de sa fille, dont elle ne s'est jamais remise. C'est une consultation qui a été assez spéciale, puisqu'à la fin de celle-ci, elle est venue me rassurer. Elle est venue poser sa main à côté de la mienne sur le bureau, là où je reprends les rendez-vous, à la fin de la consultation. Et elle me dit, vous avez été très bien, ne vous inquiétez pas, vous avez été une bonne psychologue, et pourtant j'en ai vu plein. Et puis elle me dit qu'elle a envie de revenir, voilà, qu'elle... Elle vous dit, ne vous inquiétez pas. Oui, elle me dit, ne vous inquiétez pas. Puisqu'en fait, elle me parle du suivi, elle me dit, voilà, je ne sais pas si j'ai envie d'être suivie par une psychologue ou une sophrologue. Sophrologie, ça me fait moins peur. Il y a moins le côté psychiatrie, psychopathologie, etc. Donc je lui dis que voilà, l'un ne remplace pas l'autre. On fait des métiers qui sont foncièrement différents, mais qu'elle est libre de pouvoir investir le parcours de soins qui lui plaît. Et donc elle me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes une bonne psychologue et j'aimerais bien revenir. En fait, elle ne reviendra pas. De ce que j'ai pu comprendre, le passage à l'acte était déjà scénarisé et prévu depuis un moment. Lors de la consultation, elle était plutôt calme, elle était plutôt sereine. Ce qu'on rencontre beaucoup en fait chez les personnes qui ont prévu leur passage à l'acte quelques jours avant de passer à l'acte. Elles ont mis leur affaire en ordre, donc elle l'a fait aussi. L'animal de compagnie, elle l'avait laissé chez une amie, elle avait mis tous les éléments un peu plus administratifs en ordre. Tout a été fait en fait pour son départ. Et c'est particulier parce que cette rencontre, alors évidemment quand on a un patient qui se suicide, on a beau être formé à ça, travailler là-dedans depuis des années, ça nous touche. Ça nous touche, ça nous met en colère, ça nous attriste aussi. Sur cette question de ce que j'ai entendu, de ce qu'elle est venue déposer aussi à ce moment-là, quand elle met sa main à côté pour venir me rassurer. Me rassurer sur le fait, en tout cas c'est comme ça après que je l'ai reçu, mais sur le fait que c'était pas ma faute si elle passait à l'acte après le rendez-vous. C'est un cas, me semble-t-il, princeps de ce à quoi, dans le métier de psy, on est exposé. C'est-à-dire que quand même le métier de psychanalyste, c'est un métier, c'est un travail, c'est une praxis, on va dire, qui est orienté vers un noyau chez le sujet, qui est le réel. Le réel, c'est l'impossible. C'est l'impossible à symboliser. Donc la praxis du psy, elle est directement orientée vers ce noyau du réel. Tout à l'heure, vous avez évoqué les procédures qui sont les vôtres, mais le groupe, le dispositif lui-même, qui sont les vôtres pour évaluer la dangerosité ou l'imminence du passage à l'acte. Comment on arrive à mettre en case à cocher ce genre de choses? En fait, on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas. Alors nous, sur ASMA, on a refusé les questionnaires et les cases à cocher. Mais malgré tout, on est soumis quand même à ce qu'on appelle une évaluation DUR. Elle s'appelle DUR, D-U-R. L'année dernière, elle s'appelait RUD. DUR, ça représente dangerosité, urgence et risque.
Donc voilà, on doit chercher l'élément de dangerosité, donc les moyens que l'adulte ou l'adolescent ou l'enfant a à sa disposition pour passer à l'acte. L'urgence, ça va être la temporalité, la scénarisation, l'urgence de la situation, c'est-à-dire quand est-ce qu'il peut ou va passer à l'acte. Et le risque, c'est l'ensemble des facteurs, des risques, des facteurs de risque et des facteurs de protection qui peuvent amener une personne à passer à l'acte. Donc par exemple, on sait qu'une personne qui a subi une agression sexuelle ou un viol, une personne qui a des antécédents de suicide, une personne qui a perdu ses parents ou ses proches par suicide, est plus impactée et donc a des tendances supérieures en fait, de passer à l'acte. C'est une évaluation qui est importante, je ne vais pas la critiquer ici, mais il n'empêche que ça ne répond pas vraiment, et encore moins aux ados, à ce qui se passe dans la clinique. C'est une évaluation qui se veut objective, qui peut être très pertinente pour arriver à gérer l'angoisse durant la situation pour les professionnels de soins, mais qui en fait ne rend pas compte vraiment de ce qui se passe dans le lien. Je m'explique, c'est une évaluation qui vise à prédire. Et prédire le risque suicidaire ou le passage à l'acte suicidaire d'un adolescent, c'est compliqué. D'autant plus que c'est une période dans laquelle les idées noires, les questions existentielles, les scarifications, le rapport au corps est déjà assez présent. D'ailleurs, si on devait inclure tous les adolescents de la région qui avaient des idées suicidaires, on en aurait bien plus que ce qu'on en a déjà. Si aujourd'hui on a des modalités aussi strictes, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on doit limiter aussi la prise en charge. Donc l'évaluation dure, elle est importante, mais au fur et à mesure, on est en train de bouger sur un autre mode d'évaluation qui prend un peu plus appui sur la relation de transfert, sur le lien qu'on a avec les adolescents. Il nous est arrivé d'ailleurs de devoir intervenir auprès d'adolescents qui, objectivement, ne relevaient pas d'urgence. Mais qui, pour le coup, en effet, étaient quand même en crise suicidaire avancée et qui méritaient un passage à l'acte de la part des professionnels, à savoir de se rendre au domicile, d'aller chercher l'adolescent et de l'emmener aux urgences. Cette évaluation du dur, elle vient du Québec, en fait, il y a déjà plus de 10 ans. Ils sont déjà passés à autre chose, ils ont déjà un autre mode d'évaluation. Et nous, il va nous falloir quelques années, je pense, avant d'en intégrer un autre, mais qui s'appuierait, on pense à un mode qui s'appuierait un peu plus sur le lien et comment et qu'est-ce qu'on est pour l'adolescent au téléphone, plutôt que du côté de la prédiction. Certes, la formation n'est peut-être pas idéale, mais je trouve que c'est une grille de lecture qui me permet déjà, ça fait bouger les choses. Ça fait partie de la prévention nationale contre le suicide, donc ça fait une vingtaine d'années que c'est travaillé. Et quand même, je le vois lorsque je fais les formations auprès des professionnels, que ce soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier, ça fait bouger les limites des soignants en termes de résistance, ne serait-ce qu'à la question d'aborder la question du suicide. Certes, après, c'est une forme de prévention, donc c'est une forme de probabilité. Malheureusement, on ne pourra pas éviter tous les passages à l'acte, mais si sur 10 sujets, ça permet peut-être un ou deux déjà d'avancer dans la prise en charge, je trouve que ça peut être positif. Et d'ailleurs, par rapport au 3114, c'est un dispositif national. J'ai amené des petites plaquettes, c'est sous forme de carte de visite que vous pouvez mettre dans votre portefeuille. Il y a aussi un site internet. Ça aussi, je trouve que ça fait partie quand même d'une forme de communication sur le suicide, plus du côté de la fascination, du jugement, de la question du choix. C'est vrai que la stratégie elle est proactive, on n'est pas forcément dans une posture psychanalytique, mais on est auprès d'une personne qui, à la base, on part du principe que la personne, si elle arrive au point d'envisager son suicide, c'est parce qu'elle souffre. Pour elle, c'est une solution de sortie de la souffrance. C'est pas forcément un choix éclairé de se donner la mort. Et cette question de la dématérialisation, finalement, du lien, le fait que ça passe par téléphone, Justine, tu parlais de photos envoyées, etc. Est-ce que ça a une incidence sur le transfert, le fait que le transfert soit, on pourrait dire, décorporisé, ou enfin, je ne sais pas comment le fait qu'il n'y ait pas l'objet scopique qui soit en jeu, est-ce que ça a un effet sur l'engagement, que ce soit du côté du patient ou du clinicien, en fait, et comment cette question de l'engagement, elle est altérée par la mutation du dispositif lui-même. Et ce que je trouve intéressant pour faire le lien avec le troisième tandem, car c'est ma mission maintenant,
Peut-être que dans ce que tu racontes, Justine, le suicidant, du coup, pour reprendre ce terme, est à la fois sujet du soin, mais aussi coacteur du dispositif. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, pas seulement de s'y inscrire, mais de l'altérer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me semble important en lien avec cette thématique des limites et de comment la limite du clinicien peut être amenée à bouger aussi dans le dispositif qu'il propose.